Again, hello, good morning, good afternoon, good evening. Thank you for joining us today. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour être ici aujourd'hui. On va commencer. Je crois que nous avons déjà beaucoup de monde qui sont là. Alors, merci d'avoir participé au webinaire de localisation du projet Data for Impact, soit D4I aujourd'hui. Je m'appelle Gabi Escudero et je suis la directrice adjointe du projet. Ceci marque notre 4e webinaire d'une série axée sur la localisation dans le suivi, l'évaluation, la recherche et l'apprentissage. La présentation du panel d'aujourd'hui est de la politique à la pratique, naviguer la localisation et les partenariats équitables en santé mondiale. Nous avons 3 panélistes que vous entendrez. Rebecca Eswachi, Satsan Kasegne et Jana Wisniewski. Et Martha Silva sera notre modératrice. Ce webinaire sera présenté en anglais et français avec interprétation. Cliquez sur l'icône interprétation en bas de l'écran et sélectionnez Off si vous souhaitez entendre la langue originale. Cliquez sur Français si vous souhaitez entendre le français et cliquez sur Anglais si vous souhaitez entendre l'anglais. En ce qui concerne le sous-titrage, veuillez sélectionner « Afficher les sous-titres » si vous souhaitez voir le sous-titrage de cette session. Sélectionnez « Français » si vous souhaitez voir le sous-titrage en français ou en anglais si vous préférez le sous-titrage en anglais. Le webinaire d'aujourd'hui mettra en évidence la collaboration entre D4I et le groupe SERA dans l'évaluation du projet Amplify PR, financé par l'Agence internationale de développement des États-Unis, l'USAID. Le webinaire comprendra un aperçu de l'évaluation, des résultats et des réflexions, ainsi qu'une table ronde sur les défis et les leçons apprises pour naviguer dans la localisation et établir des partenariats équitables. Un peu sur le projet D4I. Le projet D4I est financé par l'USAID. D4I est un consortium dirigé par l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill en partenariat avec Palladium, ICF, JSI et l'Université de Tulane. D4I renforce la capacité locale à générer et à utiliser des données de santé de haute qualité pour des décisions stratégiques sur les politiques des programmes de santé au niveau national, infranational et communautaire. D4I étudie l'efficacité des programmes, intègre le genre dans toutes les activités, soutient la gestion adaptative et apprend des données probantes. D4I s'appuie sur l'expertise technique qui existe dans chaque organisation partenaire et sur une vaste réseau de partenaires locaux dans les pays prioritaires de l'USAID. Tout au long du webinaire aujourd'hui, vous pouvez poser des questions à l'aide de la fonction questions-réponses de Zoom. Mais veuillez ne pas ajouter des questions au chat, s'il vous plaît. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. La localisation du suivi, de l'évaluation et de la recherche et de l'apprentissage permet de s'assurer que les acteurs locaux ont les ressources et les capacités nécessaires pour prendre des décisions équitables et basées sur des données probantes. Les applications de ce principe dans les activités de suivi, évaluation, de la recherche et de l'apprentissage incluent le renforcement des capacités locales, l'utilisation d'une approche systématique, l'engagement avec divers acteurs et organisations locaux, ainsi que la mise en œuvre d'autres bonnes pratiques pour un développement dirigé localement. Comme je l'ai dit, aujourd'hui marque notre 4e webinaire d'une série axée sur la localisation dans le suivi, l'évaluation, la recherche et l'apprentissage. Cette série de webinaires partagera des outils et des approches pour une planification efficace des actions en matière de capacité. Elle abordera
également la suivi de la durabilité, y compris les rôles des acteurs locaux dans les systèmes de programmes complexes. De plus, nous discuterons de la promotion des voies locales par le biais de méthodes de responsabilité sociale et bien plus encore. Le prochain webinaire aura lieu le 17 juillet et mettra en lumière les points de vue des acteurs locaux au Burundi, en Colombie et au Malawi sur la localisation du suivi, évaluation, la recherche et l'apprentissage. Nous espérons bien que vous pourrez vous joindre à nous pour ce webinaire. Et j'aimerais maintenant présenter la modératrice du webinaire d'aujourd'hui, Dr. Marta Silva. Marta a co-dirigé l'évaluation du projet Amplify PF. Elle est professeure adjointe dans le département de santé internationale et de développement durable à l'École de santé publique et de médecine tropicale de l'Université de Tulane. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la recherche et l'évaluation en santé mondiale. Sur ça, je vous cède la parole, Marta. Merci beaucoup, Gabi. I will switch to English now. Thank you, Gabi. Good morning, good evening to our audience, and thank you so much for joining us today. I wanted to note that I will be speaking in both English and French today, depending who I'm addressing, since we have a multilingual panel. So do make sure that you pick your audio channel and your slide view accordingly to always get the language of your choosing. It's my pleasure to introduce our panelists today. Jana Wisniewski is an assistant professor at Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine in the Department of International Health and Sustainable Development. Jana Wisniewski specializes in health system strengthening research and evaluation, and was also a co-lead for the evaluation for Amplify PF, which you will hear about in a minute. Sitson Kasenge est sociologue et démographe avec plus de 20 ans d'expérience dans la recherche en sciences sociales en Afrique de l'Ouest et centrale. Monsieur Kassenet est le directeur exécutif du Serra Group, un cabinet de recherche dont le siège se trouve au Togo. Monsieur Kassenet a été le chef de mission de la part de Serra Group de l'évaluation qualitative d'Amplify PF pour le projet Data for Impact en Côte d'Ivoire et au Togo. Madame Rebecca Ezoachi est sociologue et chercheuse qualitative avec 14 ans d'expérience dans la recherche formative et l'évaluation de programmes en Côte d'Ivoire. Elle possède une expertise en particulier sur la santé sexuelle et reproductive, et politique de population appliquée à la santé, et son travail a contribué à l'élaboration des documents de référence nationaux. En plus, Rebecca a une grande expérience dans la formation d'une nouvelle génération de chercheurs qualitatifs en Côte d'Ivoire. Elle a été coordinatrice de l'évaluation d'Amplify PF en Côte d'Ivoire du côté de Serra Group aussi. Slide. Before, switching to English now, sorry. Before I pass the microphone over to Jana for a brief presentation of the localization component of the Amplify PF evaluation, I wanted to provide some context for why we decided to structure the webinar and the panel discussion the way we did today. I first met our Serra Group colleagues, and particularly Setsun, back in 2018 and have been engaged in this partnership with Serra Group since 2019. So we're coming up to 5 years of collaboration on several research studies and evaluations, first through breakthrough research, which was another USAID funded project, and then through Data for Impact. So through these 5 years of partnership, we really have had an opportunity to reflect on what it means to conduct research related to localization, and also reflect on what it means to strive to create a more equitable partnership.
So today we're specifically reflecting on the experience evaluating USAID's Amplify PF project, and we're reflecting on these two aspects of localization. How we jointly learned how to understand and measure localization, and how we went about trying to build a more equitable partnership, which is a prerequisite to achieving the shifts in power required for localization to succeed. I will pass it on over to Jana for the first part of our program. Jana? Thank you, Martha. Sally, could I have the next slide? So I will start with an overview of the Amplify evaluation that our two organizations conducted together. And then I will briefly talk about the results of that evaluation as they relate to localization. And then I will end my presentation with some reflections from all members of the team on how we were able to build a more equitable partnership in our in conducting this research together. Next slide. Amplify PF was a USAID-funded family planning project implemented in 4 countries in West Africa. You can see here the goal of the project was to support and influence replication and scale-up of key family planning high-impact practices. This was focused in large urban and peri-urban centers, and also focused on sustainably building and scaling these approaches within the 4 countries and in the region. Amplify was implemented from 2018 to 2023, and the prime implementing Pathfinder implementing partner was Pathfinder International. Their approach focused on coordinating at the national and district level, on service delivery quality improvements, and institutionalization and scale up of high impact practices. Is everything okay with the translation? Should I pause or can we continue? I'm fine. Okay, just making sure. In this evaluation, we had a number of research questions. I'm only going to focus today on the research question related to localization. And that was, to what extent were localization elements present throughout the Amplify PF implementation, and what factors helped or hindered it? Our methodology was largely qualitative. We collected data in July of 2023 and then held validation workshops in September in both Côte d'Ivoire and Togo. You can see here the interviews and focus groups that we conducted with different types of informants. And we also conducted a desk review of project documents. Next slide. Thank you. So part of the issue with this evaluation was that while USAID was interested in learning more about how the project practiced localization, localization was not part of the project's original mandate. Sustainability and scale-up were, but localization not kind of in those words. And so the difficulty that this created was the project couldn't tell us, you know, in their documents or from the beginning, what their approach to localization was. It wasn't already conceptualized from the beginning. And so we, as an evaluation team, had to retroactively look at how the project can be viewed using the current localization framework sort of backwards. Some key concepts that we considered were locally led decision-making, local systems, enhancing local system performance, and local capacity strengthening. And these were taken from the USAID guidance. You can see the front page of that on the right hand of the screen. Our evaluation was conducted in 2 phases. In phase 1, we mostly interviewed kind of central level people. So USAID, implementing partners, those types of informants. And in that phase, we did not have any specific localization questions. However, we did have some data come through on localization kind of organically through those interviews. And so we were able to do conceptual mapping of that data during the analysis. In phase 2, we did have specific questions about trying to get at localization in our interviews. So that data was a little bit easier to
to evaluate. Next slide. This is an example of how we did concept mapping. Again, like I said, the project couldn't tell us from the beginning how they were practicing localization, although they did have elements of localization in their program. So here we took the different concepts embedded in USAID's localization guidance, and then we developed research questions or coding schemes that mapped to those. So for example, in the column on the left, where we looked at locally led and meaningful community and youth engagement. Here we were able to look at data on how community members' inputs were included in strategy development, implementation, and improvement, and the ways in which community members were participating in decision-making and what impact that had on the project. Next slide. At the same time that we were trying to study localization in our evaluation, our two organizations, D4I and Sarah Group, were also trying to practice localization by building a more equitable partnership between our two organizations. USAID has some guidance on this, as you can see on the right, their guidance on advancing equitable partnerships in the context of subawards. So our relationship is the D4I is the primary evaluator, and then we subaward awarded to Sarah Group in this work. So that was kind of the relationship. In USAID's guidance, they have different components of the pre-award phase as well as the implementation phase. So here we have drawn out the aspects of the pre-award that were most relevant to our work, we felt. So the role of equals, deliberately inviting subawardees to participate in meetings and aspects of implementation, subawardees setting their own priorities, participating in co-creation, and being able to operate in their native language. And then in terms of implementation, we look at engagement and communications, co-creation, the financial aspect, capacity strengthening, empowerment and recognition, and language. Next slide. So some results, both from the evaluation and then from our partnership. Next slide. In terms of the evaluation, although localization was not part of the original strategy of Amplify PF, we did find evidence that it was happening anyway. So we found elements of localization in their capacity strengthening, in building on local systems, centering the experiences of clients and young people, and local engagement to ensure stakeholder and community contributions. The purpose of this webinar today is not really to get into the results too much, but we wanted to highlight for you the types of aspects that we were able to pull out with kind of this retrospective method of looking for localization. We also found evidence that the project brought multiple sectors together to support the health ecosystem, but that challenges related to relationship building and differential resources remained. So their ability to localize was not perfect. There were still challenges throughout the project. Next slide. In preparation for this webinar, both organizations, Sarah Group and D4I, independently did some reflection on our relationship and how well we have been able to build a more equitable partnership or not. And then we put together a summary of our reflections into this table so you can see kind of the perspective of both organizations. We have organized them by the 6 implementation areas that USAID's guidance talk about. So under engagement and communication, Sarah Group felt that our two organizations had regular open communication, and Data for Impact felt the same way. We had many long meetings, many long calls to talk about the research and the results. And with that, we noted on the D4I side that engaging virtually can be challenging. There's internet issues, there's time zone differences, all kinds of things. It is more challenging than operating just in your own institution. In terms of co-creation, Sarah Group felt that they had been able to give inputs into the data collection tools, their development and their adaptation. On the D4I side, we agree with that, but felt that we were limited in our ability to build in the time needed for true co-creation.
Because of time and budget constraints, Sarah Group was not involved in phase 1, for example. They were brought in phase 2. Like I said, we're not able to fully participate in the entire evaluation. In terms of the finances, we were happy on the D4I side to hear that Sarah Group felt that they had been fairly compensated for this work, but that has been exceptional in their experience working with international partners. International partners may not pay fringe, or as scope creep inevitably happens, for example, we invite you to participate in a webinar, they have not always been paid for that additional work. And on the D4I side, we've tried to be very adamant that any extra labor needs to be compensated for our subcontractors. In terms of capacity strengthening, Sarah Group noted that a partnership built on trust has offered multiple opportunities for capacity strengthening on both sides. And we at D4I agree with that working alongside each other in true partnership makes every research task an opportunity to learn from each other. We've really found that the learning doesn't flow in one direction, but both sides of the organization are continually learning together because we're trying to engage so continuously. In terms of empowerment and recognition, Sarah Group expressed that historically they have not always been able to include their logo on products and presentations, or been invited to participate in authorship, but that this had really changed starting with the Breakthrough Research project. And then D4I has felt that we have, in some cases, had to advocate for the recognition of our local partners in these types of things, including participation and dissemination. And then finally, with language, in this team, we all speak some degree of English and French, but with varying levels of comfort. And so I think all of us feel that we have had the flexibility to use the language that we're most comfortable with. However, this can have budget implications for interpretation services, and that those need to be considered from the start. Next slide. So some final reflections before we move into the panel discussion. Next slide. On the evaluation side, as I said, sustainability and localization especially were not necessarily part of the design of the project, and many projects we're finding are like this at this time in history. And this it was more of a heavy lift for the evaluation team, because this is not necessarily something that our informants had thought about or had the same definition of. And so it took more work for us to be able to evaluate the degree to which the project was localized. And then a reflection on the partnership between Sarah Group and D4I. We've really found that building more equitable partnerships takes time and intention. It's not something that happens automatically, and it's not something that happens perfectly the first time two institutions work together, but it's something that everyone needs to contribute to over time. So that is all that I have. I will turn it back over to Martha to facilitate the panel discussion. Thank you, Jenna. As we continue, please add your questions about either what Jenna has just presented or anything that we are about to discuss in the panel. You can include your questions. We will make sure to have some time at the end to answer those. So we're going to move on to the panel discussion. So I'm going to invite Rebecca and Setsun to join the conversation. I have 3 questions that I will pose to all 3 of you, and we will allow each of you to respond accordingly. So I will switch to French now. Rebecca, je commence avec toi. La première question que j'ai, c'est quels sont, selon vous, les principaux défis à relever pour mesurer la localisation dans les programmes de santé publique? Rebecca? Merci, Martha. Je pense que selon moi, et l'expérience qu'on a eue avec G4I et les autres partenaires, la difficulté majeure selon moi, c'était vraiment au niveau de la prise en compte du contexte local. Vous savez que ici, et particulièrement en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de catégories de population. Quand je parle de catégories de population, je parle de communautés ethniques. Et donc,
les valeurs, les conditions de vie, les objectifs par rapport à un projet, les besoins sont différents. Et donc, mesurer quelque chose qui est perçu différemment dans chaque contexte ou dans chaque communauté, c'est un peu compliqué. C'est pour cela que je pense que dans la prise en compte des indicateurs ou de la mesure, il ne faut pas être trop standardiste. Il faut surtout axer sur la définition de ce qu'on attend dans la mesure et pouvoir adapter à chaque contexte, à chaque spécificité des communautés qu'on visite. Voilà, pour moi, c'était ça le plus difficile. Merci. Merci, Rebecca. Setson, je continue avec toi. Même question. Quels sont, selon vous, les principaux défis à relever pour mesurer la localisation? Merci beaucoup, Martha. Selon moi, un peu dans le sens que Rebecca a dit, je situerai déjà les défis de mesure à trois niveaux. D'abord, au niveau des outputs qu'on veut, de l'outcome ou de l'effet qu'on escompte, qu'on attend de la localisation. Et donc, par rapport à cela, il est vraiment primordial de savoir quels sont les indicateurs qui sont liés à chaque niveau de mesure. Et ces indicateurs doivent être acceptés et clairs et acceptés de tous. Et donc, ce qui fait que dans la conduite des activités, les activités seront menées conformément à ce qui a été arrêté comme dans le cadre logique, le log frame et autres. Parce que comme nous l'avons vu dans la présentation passée, il n'y a pas eu de concept de localisation dans le projet de camp amplifier qu'on a évalué. Donc, cela a rendu compliqué le travail. Ce n'est qu'après que le bailleur a demandé à ce qu'on mesure cela. Mais également, la mesure un des défis de la mesure de la localisation peut être situé aussi, non pas seulement du côté de l'implémentateur, de celui qui met en œuvre l'activité, le projet, mais également de celui avec qui l'activité est menée, je veux dire le partenaire local. Parce que si l'indicateur est défini clairement aussi à son niveau, on pourra, dans l'évaluation, mesurer aussi bien du côté de celui qui met en œuvre que de celui qui a assisté à mettre en œuvre le concept de localisation, ce qui fera que le rendu, on aura un indicateur consolidé ou on aura des effets consolidés pour deux mesures de la localisation. Voilà un peu ce que j'aimerais partager. Merci. Merci, Setson. Jenna, I go over to you. What do you see as the main challenges in measuring localization in public health programs? And some of these challenges came out in your presentation. Anything you want to add? Yeah, I have a few things to add. And I would mention that I think I'm going to be speaking generally and not necessarily about the Amplify project specifically. But I think in general, I've found that there is not, and I think Setson alluded to this, there's not always a clear understanding or the same understanding of what localization even is. So some people just off the top of their head think that localization is just maybe incorporating some local perspectives, and that's it, when it goes much, much deeper. And so this can make it difficult to capture data, as I said, if people don't have the same understanding as you of what localization is, that makes the data collection and analysis more challenging. I would also say that measuring localization presupposes that localization is the goal. And in some projects, we've had informants who are not convinced that health projects should be emphasizing localization. And so this can make it challenging to measure as well. It becomes, an interview can become more of a debate than an interview on people's thoughts about localization and global health. And then I would say, lastly, in some settings, projects are really working on the preconditions of true localization. So doing some capacity strengthening or other activities that are laying the groundwork for true localization. And if you don't design your research questions
in the right way, you can miss that. And you can say nothing is happening with localization when really some good things are happening. We're just not at the level of true systematic localization. So that's what I would say. Thank you. I think we're hearing similar things from the three of you in terms of difficulties of agreeing what localization is and also taking into consideration different contexts and what different understandings of that can be. So moving on to the second question, Rebecca, je commence avec toi à nouveau. Et la deuxième question, de votre point de vue, comment les partenariats de recherche ont-ils évolué au cours de la dernière décennie, des dernières années? Merci, Martin. Pour ma part, je dirais, moi, je suis très positive sur ma réponse. Je pense que ça a beaucoup évolué positivement. Euh, de, de mon point de vue, les partenariats sont devenus beaucoup plus globaux, beaucoup plus interconnectés, voilà, et surtout axés sur l'impact. Au début de ma carrière, je voyais plus les gens, plus les activités de recherche axées sur les résultats de fait, mais beaucoup plus maintenant, on parle plus d'impact de tous les projets, qu'on soit dans le cadre de la recherche pure ou dans le cadre des projets de la mise en œuvre de projets. Ici, quand je parle de partenariats plus globaux, plus interconnectés, on va voir par exemple des collaborations qui vont se faire entre les instituts de recherche du Nord, américains, européens, avec celles de l'Afrique, surtout ici en Côte d'Ivoire, c'est très fréquent, beaucoup plus fréquent avant. Et ça ne va pas seulement se limiter aux structures universitaires ou aux grandes structures. Ça va même jusque dans les cabinets de recherche. Vous voyez, on voit maintenant facilement un cabinet de recherche français ou américain prendre un autre cabinet de recherche ici en Côte d'Ivoire pour conduire ensemble une activité de recherche. Tout ça pour pouvoir vraiment s'appuyer sur des experts locaux ici qui sont bien empreints de la réalité ici et pouvoir, on va dire, avoir des résultats plus pertinents. Voilà. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, c'était vraiment je te donne mon protocole et tu l'exécutes. Voilà, c'était un peu comme ça. Mais de plus en plus maintenant, quand quand le projet de recherche débute, les structures ici ou bien les consultants d'ici sont consultés dès le départ, même avant que le protocole ne soit complètement rédigé. On est sollicité pour le concevoir ensemble, pour pouvoir prendre en compte tous les aspects pratiques, tous les aspects locaux ici. Et c'est vraiment ce que j'appelle, moi, une friction des esprits pour que on puisse produire quelque chose qui soit vraiment adapté, vraiment bien. Voilà, avec toutes les expertises, toutes les contributions. Donc, pour moi, les choses se sont beaucoup améliorées, beaucoup améliorées. On a les compétences ici qui sont beaucoup plus mises en avant. On a les expertises de l'Europe et des États-Unis, enfin, et de l'Amérique qui sont aussi impliqués, surtout en termes de méthodologie et tout ça. Et les choses sont vraiment en train je pense, hein, de s'améliorer. Voilà, merci. Merci, Rebecca. Sedson, à toi la parole. Mais merci beaucoup. Et moi, je pense que je peux dire que les choses sont un peu mi-figue, mi-raisin. Et c'est-à-dire, euh, cela dépend maintenant selon euh, la volonté, l'engagement des partenaires du Nord ou des partenaires à œuvrer dans la capacitation de capacity building des organisations partenaires ou non. Et donc, d'un point de vue général,
Moi, je dirais qu'il n'y a pas, il y a pas d'évolution, ou c'est pourquoi je disais tantôt que c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Mais pour voir sur le plan un peu philosophique, euh, c'est dans la généralité qu'on trouve des cas exceptionnels. OK? Dans le grand courant, qu'on trouve des cas exceptionnels et euh, des partenaires qui, on dit, nous pourrons le dire, qui rament à contre-courant. Et c'est justement ce qui provoque l'étonnement pour dire, ah mais tiens, il y en a qui font autrement ce que les 90 ou 98% font. Et c'est là que, en ce qui me concerne, moi, je peux dire que l'évolution est timide. Voilà ce que je peux avancer. Merci. Merci, Setsan. Jana, just to repeat the question in English, from your perspective, how have research partnerships evolved over the past decade? I would echo a lot of what Rebecca and Setsan were saying. I think there has been more of an expectation that the prime involve the subcontractors in research design, analysis, presentation, and not just data collection. I think we are starting to realize that we were leaving a lot on the table in terms of their perspective and expertise, and that our research, it sounds simple to say, but our research is better, much, much, much better if they're involved the entire time. I think as the focus on more equitable partnerships has increased, the local partners have gotten more and better experience and maybe more financial stability as well. So they're able to reinvest in their own skills. And so each time we have one of these partnerships, the local partner brings even more. They've gotten that rich experience, and it's better for everyone, especially the technical aspects of the work. And then on our side in the US, we have come, especially at my university, we've come to view these types of partnership as a skill that we need to teach our students and our colleagues. And so we're trying to institutionalize how to work in equitable partnerships into our curriculum, into training for faculty and as well, and in the D4I consortium too. This is not something that we can continue to be weak at going forward if we're going to be successful in international research. Thank you. Rebecca, on passe à la troisième question avec toi. Quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez tirées de l'établissement de partenariats équitables avec les bailleurs et les organisations du Nord, comme Tulane ou D4I? Rebecca, tu es là? On n'a pas entendu. OK. Rebecca, elle a peut-être des soucis. Ou sinon, cette sonne, on peut continuer avec toi et on reprend Rebecca. Oui, oui, je suis là, désolée. J'étais encore sur la traduction. Pardon, tu peux reprendre la question? Oui, on passe à la troisième question. Quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez tirées de l'établissement de partenariats équitables avec des bailleurs ou d'organisations du Nord? D'accord. La leçon la plus importante. Moi, je dirais que on travaille mieux et le résultat est plus significatif quand on est tous actifs et impliqués dans le processus. Bon, pourquoi je dis ça? Par exemple, l'activité qu'on a eue avec G4I, avec Book for Research, tout ça, la communication était vraiment transparente, vous voyez? Et cela nous a permis d'être fixés dès le départ sur les objectifs et les attentes par rapport à la mission et sur l'intensité de la collaboration. Je veux dire que dès le départ, les couleurs sont annoncées. On sait vers où on s'en va et on sait le rythme du travail qu'il y aura. Donc, on prend les dispositions, on prend la pleine mesure des choses et on se lance. Après, il y a ce niveau je vais dire, de respect mutuel. Moi, je parle de respect mutuel, mais c'est vraiment ce que moi, je ressens, hein. Respect mutuel pour mes compétences, respect
respect pour mes compétences, mes expériences, mes connaissances, ça a pour objectif de vraiment nous galvaniser et pour qu'on puisse vraiment s'impliquer. Je vous donne un exemple, un cas je crois que c'était en 2014-2015, quand j'ai eu ma première je dis vraie, une grosse consultance où j'étais coordinatrice d'études au niveau national. Il y avait un expert que j'adulais beaucoup, qui était américain, je crois, Stéphane Barral, qui était venu pour la présentation du projet. Et lui, quand il est arrivé pendant la présentation, la présentation du projet, on m'a posé une question et on va dire, j'ai lancé la question sur quelqu'un d'autre. Et après, il m'a appelé, il me dit, tu sais que ici, c'est toi le vrai expert. C'est toi le vrai expert. Et la question que tu as balancée à l'autre dame, elle ne pouvait pas répondre mieux que toi, vu que c'est toi qui maîtrises ton environnement. Et juste cette phrase-là m'a tellement mis en confiance que je pense que c'est l'activité qui a vraiment lancé toutes les choses dans ma carrière, parce que j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là que j'étais un expert aussi, que j'étais expert dans ce que je faisais, surtout que dans le contexte dans lequel on était. Voilà. Et donc, je veux dire, ce respect pour les compétences, pour les expériences, les connaissances de, 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 du- de, de l'équipe locale ici, nous amène souvent à nous surpasser, à être très actifs dans ce qu'on est en train de faire. Et je reviens sur mon expression, la friction des esprits avec les détenteurs de la méthodologie. Ça, c'est comme ça que j'appelle les experts qui viennent du Nord. Les détenteurs de la méthodologie et les acteurs de la localisation ici, ça nous amène on arrive avec ça à créer des résultats innovants, à avoir des résultats assez poussés parce qu'on sait que la voix de chacun compte. Le troisième point de mon intervention, ça va être le partage des bénéfices. Et là, je l'avoue, c'était surtout avec G4I et Bref Recherche. Parfois, quand on a ce type d'activité, une fois que le rapport est sorti et tout, nous, on tombe aux oubliettes. On se dit que c'est le rapport de l'USAID, on va mettre dessus le nom de l'expert qui est venu du Nord. Mais dans la collaboration qu'on a eue avec G4I, on a vu que sur tout le processus, et aujourd'hui même, c'est une confirmation encore, on aurait pu faire cette conférence sans nous. Mais le partage des bénéfices rend encore plus, je veux dire, ça nous rend encore plus confiants, ça nous rend encore plus, on capte bien en tout cas les bénéfices et ça, c'est une bonne leçon apprise parce que tu te rends compte que tout le travail que tu as fourni, toutes les implications, tout, toute la force que tu as mis dans cette activité et tu peux aussi partager les bénéfices avec ceux qui étaient à l'origine. Voilà. Donc, pour moi, tout cela pour dire que on travaille mieux, on a de meilleurs résultats quand chacun est impliqué à 100%. Et pour cela, ça dépend des trois facteurs que j'ai cités, de la communication transparente dès le départ, du respect mutuel des compétences, des expériences et des connaissances de chacun, et surtout, et aussi du partage des bénéfices. Voilà, merci beaucoup. Merci, Rebecca. Setson, une leçon apprise. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Les leçons apprises, moi, je les situerai sur 2 points, mais à entendre Rebecca, ça ne va pas trop s'éloigner de Rebecca, ça sera comme un résumé aussi. Et le premier, c'est que je dirais qu'il y a vraiment des organisations qui sont très soucieuses de l'équité des relations de partenariat. Okay? Et pendant qu'il y en a qui sont très soucieuses, d'autres n'ont pas ça dans leurs objectifs. Et pour eux, c'est toujours le top-down. C'est le top-down et les partenaires locaux doivent se résoudre à rester dans leur coin
et à être parfois même rien que des acteurs de terrain. OK? Et donc, la science infuse vient plutôt du Nord. Et je ne sais pas si je dirais la science diffuse est au niveau local. Et parce que l'exemple que ma collègue a donné est très évocatrice parce que c'est dans la relation avec Breakthrough Research et D4I qu'on a senti vraiment que il y a un autre son de cloche parce que tellement avec nos années d'expérience et de manière humble, on a pensé que c'était ça la règle. Et lorsque Breakthrough Research était là, D4I est là, la manière de faire les choses, ben, on croirait sur une autre planète. Et donc, on se disait, ben, c'est quoi cette manière d'opérer, c'est quoi cette manière de travailler et comment ceux-là font. C'est alors là que c'est de là que ma deuxième leçon apprise sort, c'est que la décolonisation des relations de recherche est bien possible. Car nous sommes actuellement à Sera Group en train de l'expérimenter et nous pouvons en parler. La première fois qu'on a vu notre logo sur un rapport de recherche ou une présentation au bailleur, on était surpris. Personnellement, je croyais que c'était une erreur. Et je voulais attirer l'attention et puis bon, on m'a dit non, c'est bien normal. Je disais non, c'est anormal. Parce que la norme, c'était qu'on vous dit non. Il y a des partenaires qui vous demandent carrément d'enlever votre logo sur le rapport final. Et donc, voilà un partenaire qui vient et sans même demander votre avis, met votre logo sur le rapport final et sur toute documentation qui sort de cette collaboration. On disait, c'est waouh, quoi. Donc, on est vraiment dans sur une autre planète. Donc, la décolonisation des relations de recherche est bien possible. OK, merci. Merci, Setson. C'est gentil, mais c'est aussi triste que tu soulignes ce type de résultats avec Breakthrough Research and D4I. Dana, we'll end with you. What are your perceptions of lessons learned in terms of equitable partnerships? Sorry, the translation cut out. You're coming over to me, right? For this question? Yes. Okay, sorry about that. My most important lessons learned, first, I think it's important to be realistic about building equitable partnerships. There will be, in a donor prime sub relationship, there are power differentials. There's nothing you can do about that. But I think where we can make a difference is in the interrelationships within the research team and the mutual respect that we have for each other's contributions. I have learned that working together is more work and takes longer. It's an investment in the quality of your product that you have to make. And you not only have to convince your own teams to put in that investment, but you have to have the support of whoever's funding you to put in that investment as well. And they might have different priorities in terms of the time, the money, the time and the money that they want to put into getting their results. So that's one. I think we've also found, especially in our relationship with Sarah Group, that this kind of thing works best when you have long multi-project collaborations, because you can get to know each other better. You learn from each other, you learn each other's strengths and weaknesses and working styles and everything. It's just easier. And so sometimes that requires doing some maintenance of that relationship in between funded projects, to keep that up, keep that strong. So when funding does come through, you're still kind of married in that way. And in that vein, I think that it's also important to be realistic about the first time you work with a new partner. It might be rough. It might not be your best dissemination meeting. You'll run into challenges, and that's okay, because you are making this investment in a long-term relationship.
that in the end will produce better results. That's all I have. Thank you. Thank you to all three of you. I think that the partnership between Sarah Group and Tulane through Breakthrough Research and Data for Impact is really a prime example of a partnership that has benefited from the growth, just as Jana has just mentioned, benefited from the growth that comes from the continued engagement over several projects. And we have certainly been able to create a space where we have all continued to learn and benefit from each other's expertise and also benefit from the continued partnership. So I just wanted to throw in my 2 cents here. We have about 7 minutes or so for questions, and we have gotten a few questions that have come through the Q&A. So let me throw these out there, and perhaps I might suggest who can respond. So we have one question: what kinds of tools or approaches did the team use for partnership self-reflection? I'm not sure who wants to take that one, or I could even actually answer it myself. I think you should take it. I should? Okay. So we didn't use any particular tool. We did what we mostly do in this partnership, which is schedule a Zoom call and chat. So the one thing that we did is we took the Equitable Partnership Guideline that USAID has, read through it, and kind of extracted the key concepts. You can probably tell you're talking to a qualitative researcher here. So we really identified, equity and partnership, the communication, the icons that Jana had in her presentation, and also a few other things that really stood out in terms of the guidelines that USAID has. And then each one of us reflected individually, basically jotted down notes, bullet points that we then shared, compared, and kind of combined and contrasted to come up with that reflection that Jana presented. And so in the same vein as most of the work that we've done in this partnership, it really is kind of clearly communicating what are we trying to get, and then chatting, talking about it. Next question. What lessons have you learned from this project, and what do you recommend for policymakers and also in other countries? That's quite a broad question. I'm not sure if anybody has any thoughts in terms of recommendations for policymaking. I'm thinking about institutionally, there might be some things that we could say about how you foster equitable partnerships through institutional policies. Jana, I'm not sure if you have any thoughts about that, or Setsun, given that you run an organization. Yeah, Setsun, please go ahead if you have thoughts. Oui, je peux y répondre. En fait, on peut y répondre en disant que ça vient premièrement de l'engagement institutionnel. C'est-à-dire que au niveau institutionnel, il doit y avoir déjà un vouloir, la volonté d'aller dans ce sens. Peut-être que l'information n'est pas, les institutions ne perçoivent pas cette nécessité-là. Et donc, de tels forats, de tels webinars mettent déjà l'information à disposition pour dire que un autre type de relation et de collaboration est possible. Et que la manière dont ça se passe avant, en considérant les autres, les partenaires locaux comme des exécutants, et ça ne rend pas, ça ne capacite pas et ça ne valorise pas les acteurs locaux dans le temps. Et donc, il faut d'abord un engagement et une prise de décision institutionnelle pour aller dans ce sens-là. Et donc,
parfois, on entend que ce n'est pas dans notre politique que de travailler avec les acteurs locaux et de les mettre en avant. Donc, il faut qu'il y ait un changement de politique, un changement de paradigme au niveau institutionnel pour dire quelle est la vision sur dans la santé publique. Est-ce que nous voulons venir toujours faire répartir ou nous voulons venir faire et voir faire après? Et donc, lorsqu'on se place dans le paradigme de venir faire et voir faire après, alors on va aller dans le sens de chercher des moyens pour laisser une bonne collaboration et que cette collaboration à l'interne et sur le plan local continue de se renforcer et en mettant en valeur ceux avec qui on travaille et ce qu'on fait ensemble avec eux. Voilà ce que je peux dire. Les collègues peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice. Merci. Merci beaucoup, Setson. J'essaie de trouver une dernière question. Martha, Rebecca Oui. a la main levée. Rebecca has her hand up. Ah, pardon, je ne l'ai pas vu. Vas-y. D'accord, c'est pas grave, Rata. En fait, je voulais juste compléter sur ce que Seston vient de dire. Il y a un adage ici qui dit que l'étranger a de grands yeux mais ne voit rien. En fait, quand la collaboration équitable, c'est pas seulement pour valoriser les acteurs locaux, c'est surtout pour assurer la réussite du projet ou la pertinence des résultats de l'activité de recherche qu'on est en train de mener. Vous savez, si vous venez, que vous postulez comme ceux qui sont ici, ils sont que des exécutants, ils n'ont qu'à faire ce que j'ordonne, bien, c'est pas ce que j'ordonne, mais ce que dit mon protocole. OK, moi, je vis de mes activités, de mes consultances. Donc, si vous me dites, tais-toi et fais ce que tu veux, ce que je te demande, je me tais, je fais. Parce que je sais qu'à la fin, on va me donner mon chèque et je m'en vais. Mais est-ce que le résultat, est-ce que le travail que vous êtes en train de faire va porter après? Je ne suis pas sûre. Parce que vous n'avez pas pris en compte la vision du local sur le projet. Vous voyez? Vous pouvez exécuter quelque chose, mais tant qu'il n'est pas adapté, tant que l'acteur local n'a pas pu, comme on a un mot ici en Côte d'Ivoire, on va dire tropicaliser votre instrument, il ne va pas donner de bons fruits, il ne va pas donner de bons résultats. Et c'est comme si vous aurez gâché un financement, en fait. Moi, moi, en tant qu'individu, je peux juste me permettre d'exécuter votre protocole et vous laisser partir. Mais finalement, la communauté perd vous-même, vous perdez vos financements parce que ça ne va pas donner des informations correctes, en fait. Mais si vous prenez en compte ce que nous, on entend de vous dire, parce qu'on est ici, on voit comment les choses se passent, on est chercheur aussi à la base, on a cette certaine maîtrise de la méthodologie, ça peut aller ensemble. Mais si vous me dites, tais-toi et fais ce que je te dis, il n'y a pas de problème. Moi, j'encaisse mon chèque à la fin du processus et puis vous partez avec vos résultats qui ne seront pas très... Voilà. Merci. Merci, Rebecca. Vraiment, je crois que cette conversation est extrêmement importante. J'espère que nous aurons l'occasion de la continuer. Nous n'avons plus de temps aujourd'hui. Je veux remercier tout le monde. I want to thank everybody and particularly our panelists for this conversation. And we hope you can join us for the next webinars. Thank you all so much.